Bienvenue sur ma chaîne Au nom des femmes. Ici, je parle des femmes, de leur histoire et surtout de l'histoire de leur oubli. On entend parler du patriarcat partout, dans les débats, sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels et même récemment dans les tribunaux lors du tristement célèbre procès de Dominique Pilico. Mais en fait, le patriarcat, c'est qui? C'est quoi? Est-ce un vieux monsieur barbu en toge? Une idée? Une malédiction? On le brandit comme une insulte, on l'invoque comme un système, on le soupçonne derrière chaque inégalité. Et parfois, on se demande si c'est pas un peu exagéré. Dans cet épisode, je vous propose de le regarder en face, depuis ses origines sacrées jusqu'à sa banalité effrayante. Le patriarcat, c'est pas une idée désincarnée. C'est une somme d'injustices quotidiennes, invisibles, normalisées et acceptées. Et si on lui donnait un visage? Quand on parle du patriarcat, on parle souvent d'un système. Mais un système, ça reste vague. On imagine des rouages, des lois, des institutions, peut-être même des sociétés secrètes si on a un penchant pour les théories du complot. Alors qu'en réalité, il est beaucoup plus simple. Le patriarcat peut surgir à travers un regard, une habitude, un silence, un héritage qu'on ne questionne pas. Le mot patriarcat vient du grec patria pour père et arché pour autorité. Littéralement l'autorité ou le pouvoir du père. Et ce pouvoir il s'est installé partout, bien entendu dans la famille, dans la religion, la politique, l'économie, dans les gestes les plus simples du quotidien. Le patriarcat, c'est ce qui fait que tout le monde s'incline devant l'autorité du père. C'est ce qui fait que le père donne son nom, que la filiation passe par lui, que l'héritage est masculin, on parle de patrimoine d'ailleurs, que la parole d'un homme a plus de poids, que l'homme dirige, impose sa loi, puis donne sa bénédiction, alors que la femme, elle soutient. Mais attention, le patriarcat n'est pas toujours brutal, il n'est pas toujours visible et ostentatoire, mais il est là pourtant. Il peut prendre la forme d'un compliment qui vous replace, d'un silence qui vous enterre, d'un regard qui vous classe et qui vous glace. Et le pire, c'est qu'on le reconnaît rarement, parce qu'il s'est installé en douceur, comme un meuble hérité, comme un malentendu devenu loi. Il est toujours là, discret, et parfois déguisé en bon sens, en tradition ou dans une prétendue nature des choses. Le patriarcat, c'est ce qui fait qu'on dit encore un homme public pour un politicien et une femme publique pour une prostituée. Mais pour comprendre à quel point il est ancien, enraciné, il faut remonter à ses figures fondatrices, à ses grands récits. Par exemple, à l'histoire du patriarche Jacob, celui de la Bible. Jacob est un modèle, un père fondateur. Le patriarcat porte son nom. Il est même son enfant légitime. Et ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'on lui a permis de faire, en dit long sur les fondations de notre monde. Petit-fils d'Abraham et fils d'Isaac, Jacob est le troisième patriarche dans ce lignage patriarcal. Il a tout eu. L'amour, la bénédiction, les femmes, les enfants, les terres, le bétail, le pardon et la renommée. On l'a consacré sans jamais lui avoir demandé de rendre de compte. Pour commencer, Jacob trahit son père. Il se permet de le tromper pour obtenir le droit d'aînesse. Son frère aîné Ésaü était en droit de recevoir l'héritage paternel, mais Jacob refuse cette idée d'être mis de côté. On peut le comprendre, mais sa façon de faire est plutôt discutable. Il déjoue la tradition, il se présente devant son père aveugle en se faisant passer pour son frère Ésaü. Jacob est encouragé par sa mère Rebecca à agir ainsi, car il était son fils préféré. Comme si le favoritisme maternel pouvait justifier le vol filial et le mensonge. Mais la supercherie est découverte. Pour échapper à la colère d'Ésaü, Jacob s'enfuit aussitôt pour aller se réfugier chez son oncle maternel Laban, lequel a deux filles, Léa l'aînée et la cadette Rachel. Léa avait les yeux doux, un regard discret, délicat. Rachel était belle, de taille,
de visage et dans le regard de tous. Jacob rencontre d'abord Rachel près d'un puits à proximité de Haran. Il en tombe raide amoureux et demande aussitôt sa main à son père Laban. C'est le coup de foudre biblique par excellence. Cette rencontre est un véritable archétype de l'iconographie occidentale. Pour revenir à la demande en mariage, Laban refuse. Il refuse de marier la cadette tant que l'aînée n'est pas mariée. Pourtant, il est prêt à faire un deal avec Jacob. Il lui propose un marché, 7 années de travail en échange de Rachel. Jacob accepte et devient alors berger au service de son oncle. Au bout de 7 années, la joie de Jacob était au max. Il va enfin épouser sa bien-aimée, la belle Rachel. Mais en fait, il n'était pas prêt à découvrir la surprise qui l'attendait. Lors de la nuit de noces, Jacob découvre que la mariée est Léa, la sœur aînée de Rachel. Furieux de se faire duper de la sorte, il exige des explications. L'oncle Laban, désormais son beau-père, justifie sans la moindre gêne son geste par la coutume locale. On ne marie pas la cadette avant l'aînée. Mais il est toujours prêt à trouver une entente. Il est très accommodant, Laban, et propose alors un nouveau marché à Jacob. Achève la semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette année. Marché conclu, Jacob accepte. La semaine achevée, Laban lui donne sa fille Rachel en mariage. Puis, Jacob retourne s'occuper du bétail. En l'espace d'une semaine, les deux sœurs deviennent coépouses. Leur complicité se transforme en rivalité. Une rivalité féroce, entretenue jour après jour par l'attente d'un regard, d'un geste, d'un enfant. C'est là une des forces perverses du patriarcat, diviser les femmes, puis les transformer en ennemies et les isoler dans leur propre douleur. Leur vie devient une longue attente doublée d'un désespoir tissé d'humiliation simplement pour plaire au patriarche, pour qu'il daigne poser son regard sur elle. Bien qu'elle ne soit pas sa préférée ni sa bien-aimée, Jacob s'unit à Léa et consomme le mariage, La douce Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, car, dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse, et maintenant mon mari m'aimera. Léa donne 4 fils à Jacob, et à chaque fois, son espoir renouvelé d'être aimée se heurte à l'indifférence de son mari. Le temps passant, elle se résigne et cesse d'enfanter pour un temps. Voyons la fécondité de sa sœur, la belle Rachel en est jalouse, car elle, la favorite, elle est stérile. Pour ne pas perdre l'amour de son mari, elle trouve une solution. Elle dit « Voici ma servante Bila, unis-toi à elle, et elle enfantera sur mes genoux. Ainsi, grâce à elle, j'aurai aussi des fils. » Ce verset montre le patriarcat en acte. Le corps des femmes comme terrain de rivalité, d'appropriation, de compensation. Bila, la servante, n'est qu'un utérus de secours, une matrice dépossédée, une mère sans droit, une femme sans voix ni visage. Rachel, femme aimée mais stérile, n'a d'autre pouvoir que de reproduire la domination pour se maintenir dans la lignée, pour rester dans la game, Bila n'est qu'un ventre à prêter. C'est ici que commence la logique de la servante écarlate. Margaret Atwood n'a pas inventé ce monde glaçant, elle l'a reconnu. Elle a lu les textes anciens, elle y a vu les mécanismes d'oppression déjà à l'œuvre et elle a su les transposer dans une fiction d'une lucidité implacable. Une femme en donne une autre à un homme pour qu'elle enfante à sa place. Et cet enfantement devient un simulacre de maternité, une maternité volée, instrumentalisée. Ai-je besoin de rappeler que toutes les femmes dans ce récit souffrent, qu'elles soient aimées ou non du patriarche? Son amour ne protège pas, il comble pas, il laisse plutôt un vide, une amertume, il isole les femmes. Rachel finit par avoir un enfant par procuration et elle déclare « J'ai livré contre ma sœur des combats de Dieu et je l'ai emportée. » Léa va pas rester les bras croisés. Elle offre à Jacob sa servante Zilpa qui lui donne
2 fils à son tour. La rivalité s'intensifie, les ventres se succèdent, les enfants s'accumulent. Puis, Léa infante encore 2 fils et une fille, Dina. Et enfin, Dieu prend en pitié Rachel et lui permet d'enfanter de son propre corps. Elle donne naissance à Joseph et puis, plus tard, à Benjamin. Une guerre sainte, livrée à coups d'utérus. Une bataille de femmes pour plaire un homme qui dit rien en fait. Il se contente de donner son nom à chaque naissance et accroît ainsi son pouvoir et sa richesse. Les enfants sont de la main-d'œuvre dans l'économie de cette époque-là. Jacob est désormais le fier père de 11 fils. On ne compte pas les filles, l'histoire ne retient que le nom de Dina qui a été souillé, mais ça c'est une autre histoire. Ce récit est certes une fresque familiale qui dévoile une mécanique de possession et rappelle aussi que la famille est le premier foyer et l'assise même du patriarcat. Chaque grossesse est un cri pour obtenir amour, reconnaissance, visibilité. Chaque naissance est une offrande au patriarche qui est jamais rassasié. Et les femmes, elles se donnent, se battent, s'épuisent, s'effacent. L'ambiance familiale est empoisonnée. Les sœurs s'entre-déchirent. Et pour ne rien arranger, les relations entre Jacob et Laban sont très tendues. Laban, qui a exploité Jacob pendant 20 ans, le voit s'enrichir un petit peu trop à son goût. Les fils de Laban le soupçonnent de vol. Jacob sent le vent tourner et retombe dans ses vieilles habitudes et décide alors de s'enfuir. Il rassemble ses biens, femmes, enfants, troupeaux, servantes. Il quitte la maison de Laban en pleine nuit. C'est à ce moment-là que Rachel va trahir son père, par fidélité à son mari et aussi pour s'assurer de l'héritage paternel. Elle vole à son père les images des dieux, des idoles domestiques en fait, qu'on appelait les téraphins. Il s'agit d'objets de culte bien sûr, mais selon la coutume de l'époque, ils sont aussi des titres de propriété. Elle les cache dans le coussin de la selle de son chameau et puis ils se mettent tous en route. Jacob traverse l'Euphrate, prend la route de Canaan, la terre de ses pères. Mais Laban les rattrape. Il fouille, il accuse, mais trouve rien. Rachel, toute calme, reste assise, invoque son cycle menstruel. Étant impure, son père ne peut pas la toucher. Elle échappe donc à la fouille. Laban laisse tomber. Fidèle à lui-même, toujours prêt à trouver une entente, il conclut un nouveau pacte avec Jacob qui doit jurer de jamais prendre d'autres femmes que ses 2 filles, donc Léa et Rachel, c'est-à-dire de ne pas contracter des alliances avec d'autres hommes. Laban veut s'assurer en fait que Jacob lui reste fidèle. Et c'est ainsi que Jacob, avec tous ses biens, reprend la route, une route pleine de bénédictions pour lui. Sur le chemin de leur fuite, Rachel donne naissance à son second fils Benjamin, 11e fils de Jacob, et meurt en couche. Elle est enterrée au bord de la route, loin du tombeau ancestral. Aucune sépulture familiale, aucune caverne, aucune promesse de souvenir. Pour la bien-aimée, la plus belle que Jacob a tant désirée, il ne verse pas une larme. Jacob savait pleurer pourtant, il l'a prouvé. Quand il croit perdre son fils Joseph, son fils préféré, il déchire ses vêtements, il porte le deuil, il refuse de vivre, il s'effondre et rejette toute consolation. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Mais pour Rachel, pas un mot, pas une larme. Pour celle qui a souffert pour trouver grâce à ses yeux, qui est devenue l'ennemi de sa sœur et a trahi son propre père pour prouver sa loyauté à cet époux, pour elle, juste le silence. On est bien d'accord que la perte d'un enfant n'égale en rien la perte d'une épouse ou d'un époux. Mais son chagrin a une hiérarchie. L'enfant mâle est remplaçable, la femme remplaçable.
Ce silence est éloquent. Rachel valait dans la bouche et dans le regard de Jacob tant qu'elle était vivante. Sa beauté, à présent périmée, n'est plus utilisable. Sa valeur s'est éteinte avec son corps. Et si on parlait de Joseph, l'enfant chéri de Rachel, son fils tant attendu, élevé dans la tendresse exclusive de sa mère, il ne dira pas un seul mot sur elle. Quand ses frères, ceux qui l'ont trahi et vendu comme esclave, le retrouvent en Égypte, sa première question n'est pas « qu'est-il arrivé à ma mère ?», mais plutôt « mon père est-il encore en vie ?» Le fils chéri demande d'abord des nouvelles de son père et pas un mot pour celle qui a fait des bassesses pour en devenir la mère. Une indifférence tout aussi éloquente que le silence de son père. Jacob mourra vieux en Égypte, loin de la terre de ses ancêtres. Mais il laissera des instructions claires. Quand approchera le jour de sa mort, Jacob appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, jure-moi et montre-moi bonté et fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte, je reposerai avec mes pères. Tu m'emporteras hors d'Égypte et m'enseveliras dans leur tombeau. » Conscient de sa mort, Jacob impose à Joseph ce dernier serment pour assurer sa mémoire et franchir la frontière patriarcale, de mort en mort, sans jamais abandonner la lignée ancestrale. Et refuse d'être effacé, même dans la mort, et insiste pour retrouver sa place parmi les siens. Lui, il ne sera pas enterré au bord de la route, dans une terre étrangère. Il exige d'être enterré dans la caverne de Macpéla, aux côtés de ses grands-parents, Abraham et Sarah, et ses parents Isaac et Rebecca. Et là, il précise, c'est là que j'ai enterré Léa. Léa, celle qu'il n'a jamais aimée, celle qui a subi des humiliations sa vie durant, celle dont le regard doux s'est congestionné de fleuves de chagrin, elle finit malgré tout dans le tombeau du patriarche, une place d'épouse légitime maintenue au-delà de la mort. Une chose devient claire. Les femmes ne sont pas égales dans ce système. Dans ce récit, comme dans tant d'autres, une hiérarchie des corps des femmes s'installe. Elle repose ni sur le mérite, ni sur l'amour, mais plutôt sur leur valeur sur le marché de la maternité. Et cette valeur est proportionnelle au nombre de grossesses réussies. Et bien entendu, cette valeur augmente lorsque le fruit de ces grossesses est un enfant mâle. Cette valeur reste purement marchande, utilitaire et étroitement liée à la fécondité d'une femme. On se souvient que Jacob n'a jamais exprimé ni reconnaissance ni affection à Léa. Elle n'a jamais été honorée pour ce qu'elle était, seulement pour ce qu'elle a produit. Léa, l'épouse que Jacob a jamais désirée, infante à répétition et donne à Jacob 10 fils, ce qui lui garantit son patrimoine. Ainsi, Léa assure sa place. Elle est la première épouse, la plus féconde, et c'est à elle que revient le tombeau familial. Rachel, pourtant l'aimée, meurt en chemin, ensevelie dans l'oubli. Elle reste sur le bord de la route pour l'éternité. Et si Léa est enterrée auprès de Jacob, c'est ni par affection, ni par reconnaissance, c'est le rappel froid d'un ordre patriarcal. La première épouse est la première dans la mort, comme dans la vie. Il n'est pas nécessaire de l'aimer, elle est à lui. Point. Jacob n'est pas une exception, il est plutôt un modèle qui a fait des petits. Le patriarche biblique a traversé les siècles, il a changé de nom, changé de langue, changé de lieu, mais il est toujours là, incrusté dans nos sociétés, logé dans les replis de notre inconscient collectif. Aujourd'hui, on l'appelle parfois Monsieur Tout-le-Monde, celui qui nous est familier, celui qui n'a rien fait de mal, qu'on admire parce qu'il travaille dur, parce qu'il est un bon père de famille, celui à qui on ne demande jamais de compte, celui qui peut aimer sans nourrir, engendrer sans élever, dominer sans frapper, ou même frapper parce qu'il peut. Celui qui tue parce qu'il croit avoir droit de vie et de mort sur ses possessions,
celui qui dit « je ne suis pas comme les autres » et qui agit exactement comme eux. Parfois, le patriarcat prend le visage d'un Dominique Pilico et puis il nous bouscule en nous livrant la définition la plus honnête, la plus crue du patriarcat. Posséder le corps des femmes sans honte, sans retenue et le livrer aux autres hommes à coups de pactes virils motivés par la perversion et se justifiant par le dégoûtant « elle l'a bien cherché ». Les médias ont répété ad nauseam que ce Pilico et ses co-accusés sont des messieurs tout le monde. Qui d'autre aurait-il pu être? Dino Scala est aussi un monsieur tout le monde, un agent communal, un père aimant, un voisin poli et serviable. Il a violé, agressé, traqué plus de 80 femmes. Il a semé la terreur pendant 30 ans. Pourtant, les victimes ont porté plainte. Leur parole a juste été ignorée. Mais personne n'a rien vu parce qu'il était ordinaire. Y a-t-il meilleur alibi? Guy Turcotte est un cardiologue, un homme brillant, bien établi, 2 enfants, et découvre que sa femme le quitte pour un autre. Il perd pied. Au lieu de s'effondrer, se taper une dépression comme tout le monde, il tue ses 2 enfants à coups de rage. Et pourtant, c'est pas le mot meurtrier qu'on lui colle, c'est plutôt celui d'un homme détruit, d'un père blessé, de victimes affectives. Le procès devient un théâtre d'empathie déplacée. Il ne va pas bien, il souffrait, il n'était pas lui-même. Quand un père tue ses enfants, c'est parfois encore la mère qu'on accuse, ou la séparation, ou l'émotion, ou la folie douce d'un homme qui a trop aimé, qui à coup d'amour commet un crime passionnel. Quel genre d'amour est-ce que c'est? Le patriarcat est un système où les femmes doivent prouver qu'elles méritent de vivre et qu'elles méritent d'être en sécurité, pendant que certains hommes tuent, agressent, violentent et gardent le bénéfice du doute. Le patriarcat, c'est ce lien invisible entre ce que l'on croit être l'amour, la propriété et la réduction au silence. Ces hommes sans histoire, ces bons pères de famille, ce ne sont pas des monstres. Ce sont des hommes lamentablement ordinaires dans un système qui leur permet l'extraordinaire. Et si le patriarcat était nul autre que Monsieur Tout-le-Monde? Celui qui prend l'allure d'un collègue, un oncle, un ami, un amoureux, un père? Le patriarcat n'est pas un gros mot. C'est un mot qui est encore trop petit pour dire ce qu'on vit, je devrais dire ce qu'on subit. À l'époque de Jacob, les femmes étaient données, échangées, fécondées. Léa et Rachel n'ont jamais été aimées pour elles-mêmes. Leur valeur se mesure à ce qu'elles produisent. Des enfants, des fils. Leur chagrin compte pas. Leur mort mérite même pas une larme, l'oubli et leur destin. Jacob pactise avec Laban. Un homme s'allie à un autre homme, comme Pilico et ses co-criminels, unis par ce lien pervers, le droit de disposer du corps des femmes et puis de s'en servir comme bon leur semble, sans se poser de questions ni rendre de compte. Dans ce système, les femmes sont des possessions, comme les enfants d'ailleurs, comme la terre, comme le bétail, comme tout ce qui fait la richesse d'un homme. Et l'amour, il n'a pas sa place ici. Il est neutralisé par le pouvoir et la domination. Il divise au lieu de rassembler. Les mères sont oubliées, les sœurs deviennent des concurrentes et les filles sont rien d'autre qu'une monnaie d'échange dans les transactions entre hommes. Malheureusement, le patriarcat n'est pas resté à l'époque de Jacob. Il est toujours parmi nous. Il est à la fois une structure, évidemment sociale, et un ordre affectif que je me permets de qualifier de toxique. Un monde où on apprend très tôt que les hommes s'allient et que les femmes se débattent entre elles pour une place qu'elles n'ont jamais choisie. Une question m'effleure l'esprit. Léa a-t-elle pleuré la mort de sa sœur Rachel, abandonnée sur la route du patriarche? Oui, le patriarcat divise les femmes, les oppose, les isole. Mais les femmes, elles ne sont pas restées silencieuses, elles se sont battues, elles ont écrit
créé, écouté, soutenu, transmis. Elles ont ravivé la mémoire des femmes oubliées et ont construit des sororités, des communautés d'entraide, des lieux où la reconnaissance mutuelle est un acte de résistance. Et c'est de ces femmes que je veux parler sur cette chaîne. Celles qui ont pris pour mission de contrer le patriarcat, pas seulement en le dénonçant, mais en réinventant l'amour, le soin, la mémoire, la justice. Et avant de nous quitter, je le dis clairement, non, ce ne sont pas tous les hommes. Le fameux « not all men ». I know baby, mais je vais quand même rappeler les statistiques. 96% des victimes de violences sexuelles et sexistes sont des femmes et 96% des agresseurs sont des hommes. Ce sont les statistiques françaises. Pour le Canada, 93% des homicides dont la victime est une femme sont commis par un partenaire intime masculin ou un membre de la famille de la victime. Je vais vous épargner le reste des statistiques qui reflètent notre triste réalité. Et vous? Comment vous voyez le patriarcat? Est-ce que vous vivez dans une société où le patriarcat n'existe plus? Eh bien, ça m'intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, dites-le moi dans les commentaires quand même, parce que ça m'intéresse tout autant. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. C'était Au nom des femmes. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.